Suite au cours sur la somesthésie, nous allons voir la douleur. Voici le plan. D'abord des définitions et des généralités. Nous aborderons ensuite les mécanismes périphériques, les mécanismes spinaux, les voies de la douleur et le contrôle de la douleur. Nous allons voir ce que sont les douleurs projetées et voir quelques syndromes. Alors, pour les définitions, tout d'abord, la nociception. Processus à l'origine du message nerveux qui provoque la douleur. C'est toutes les étapes à partir du récepteur, du nocicepteur, jusqu'au centre supérieur où on va percevoir la douleur. La douleur, c'est une sensation désagréable, c'est un signal d'alarme qui nous permet de réagir pour sauvegarder l'équilibre physique. La souffrance, c'est un état prolongé de douleur physique ou morale. La souffrance a un caractère subjectif, à l'inverse de la douleur qui a un caractère plutôt objectif parce qu'on peut quantifier la douleur, on peut dire que la douleur elle est légère, elle est forte, etc. Dualité fonctionnelle de la douleur. La douleur a une double fonction. Une fonction discriminative, c'est-à-dire que on peut discriminer entre une douleur par piqûre, une douleur par brûlure, une fonction homéostatique. La douleur est un phénomène aussi de sauvegarde pour la préservation de l'équilibre physique. Stimuli nociceptifs, il y a des stimulus mécaniques, des stimulus thermiques, des stimulus chimiques capables d'endommager les tissus avec un critère quantitatif d'intensité. Là aussi, on dira le stimulus est léger, le stimulus est fort, etc. Alors, les composantes, il y a une composante sensorielle, une composante motrice, une composante végétative et une composante affective. La composante sensorielle, dans tout phénomène douloureux, on sent quelque chose. La composante motrice, c'est la réaction. La composante végétative, c'est la réaction végétative, par exemple, augmentation de la fréquence cardiaque, pâleur au niveau du visage, sécheresse de la bouche, etc. La composante affective, tout dépend de la psychologie de la personnalité. Dans certains phénomènes douloureux, très intenses, le sujet peut pleurer. Alors, conduction des influx nociceptifs. La douleur au début est rapide, elle est vive et passagère parce que la conduction est assurée par les fibres A delta. Elle sera tardive, lente, vague, sourde parce qu'elle est conduite ensuite par les fibres C. Alors, les mécanismes spinaux, transfert spinal des messages nociceptifs. À partir des fibres afférentes primaires, A delta et C, il va y avoir transmission des messages nociceptifs au deuxième neurone qui va rejoindre le thalamus, alors que au niveau de la moelle, il va y avoir la transmission aussi des signaux via des interneurones aux motoneurones pour la réaction motrice. Les neurotransmetteurs au niveau de la moelle, ce sont la substance P et le glutamate. Donc à partir de stimulus nociceptifs, les influx nociceptifs vont être conduits par la racine postérieure jusque dans la corne postérieure de la moelle. À ce niveau, il y aura une double synapse. Il va y avoir une synapse avec le motoneurone pour la réaction motrice, l'activité réflexe, et aussi une synapse avec le faisceau antérolatéral pour conduire les signaux vers les centres intégrateurs pour la sensation douloureuse. Les mécanismes d'activation des nocicepteurs, une activation directe sur le NOC et aussi des effets indirects par sensibilisation. Ça voudrait dire que on va diminuer le seuil d'excitation du nocicepteur et ainsi ce récepteur sera
facilement excitable et il va générer donc de la douleur. La désensibilisation, c'est l'élévation du seuil d'excitation du NOC. Donc, la douleur sera plus difficilement générée. Alors, sensibilisant et désensibilisant, la bradykinine, les prostaglandines de type E2 et l'histamine qui sont libérées par les phénomènes inflammatoires où on voit un gonflement, une rougeur et une douleur. Donc, ce sont des facteurs qui vont sensibiliser le nocicepteur pour la douleur. Par contre, la galanine, qui est un neuropeptide cérébral, les opioïdes, que ce soit les opioïdes endogènes, des petits peptides qu'on appelle les endomorphines, ou des opioïdes exogènes comme la morphine, sont plutôt des désensibilisants. Alors, notion de seuil de la douleur, hyperalgésie, allodynie. Alors, le seuil de la douleur, seuil de perception de la douleur, c'est l'intensité à partir de laquelle le stimulus est ressenti comme douloureux. Alors, l'hyperalgésie, abaissement du seuil des nocicepteurs, perception plus forte évoquée par le même stimulus dans certaines situations. L'hyperalgésie, le même stimulus va faire évoquer une douleur beaucoup plus forte. Alors, l'allodynie, c'est une perception douloureuse évoquée par le stimulus normalement indolore. Par exemple, en cas de coup de soleil, nous sommes dans une situation d'allodynie, un stimulus qui est normalement indolore, le fait de toucher quelqu'un ou de mettre de l'eau tiède, ne devrait pas évoquer une douleur. Dans cette situation, donc un stimulus normalement indolore va provoquer une douleur. Alors, voici un diagramme où on va essayer d'expliquer ces concepts d'hyperalgésie et d'allodynie. En abscisse, vous avez l'intensité du stimulus. En ordonnée, vous avez la perception douloureuse. La courbe en verte, c'est une situation normale, comme on peut le voir, à partir du seuil de la douleur. Si on augmente l'intensité du stimulus, il va y avoir une douleur selon donc la trajectoire de cette courbe. Maintenant, si nous sommes dans une situation d'hyperalgésie ou d'allodynie, la courbe va être décalée vers la gauche. Et comme on peut le voir, en cas d'allodynie, déjà, même au seuil de la douleur, avec la courbe verte, il n'y a pas, donc on ne ressent pas de douleur, mais avec la courbe déplacée vers la gauche, en cas d'allodynie, il va y avoir une douleur qu'on peut coder par exemple A. En cas d'hyperalgésie, c'est toujours la même courbe, décalée vers la gauche, la courbe en rouge. Et comme on peut le voir, si une intensité du stimulus, disons X, va donner par exemple une douleur avec la courbe en vert, une douleur grade 1, elle va donner, en cas d'hyperalgésie, une douleur grade 2. Ça veut dire que le même stimulus va donc doubler, si vous voulez, la perception douloureuse. Alors, la voie extralémniscale ou antérolatérale. Le premier neurone, un périphérique, arrive dans la corne postérieure et fait relais avec le N2, lequel croise la ligne médiane pour atteindre les cordons ventral et latéral, le faisceau dans son trajet jusqu'au thalamus, ventro-postéro-latéral et les noyaux intralaminaires. Alors, ce faisceau émet des projections au niveau de la réticulée. Donc, dans son trajet, avant d'arriver au niveau du thalamus, il va émettre des projections vers la réticulée, vers le système d'éveil. C'est pour ça que pendant la douleur, généralement, les gens ont du mal à dormir. Le faisceau thalamo-cortical, le N3, lui, se projette sur l'aire somnesthésique 2, en arrière de l'opercule pariétal, et plus ou moins sur S1. Et au niveau de l'insula, au niveau du gyrus singulaire, parce que tout phénomène douloureux est accompagné par une émotion, et généralement, c'est une tristesse. Alors, voie ascendante nociceptive, voyons d'abord le trajet spinal des voies ascendantes. Donc, à partir d'une fibre afférente primaire, il va y avoir une synapse au niveau de la corne postérieure,
avec un faisceau ascendant qui va croiser au niveau de la moelle et va rejoindre le cordon ventrolatéral dans son chemin vers le thalamus. Alors, trajet supraspinal des voies ascendantes, à partir de la peau du visage, de la peau du torse, à partir des nocicepteurs de ces deux régions, il va y avoir acheminement des influx grâce aux nerfs trijumeaux à partir de la peau du visage et à partir des fibres afférentes périphériques, à partir de la peau du torse. Alors, ces influx vont être acheminés au niveau de la couronne postérieure de la moelle. À ce niveau, il va y avoir des synapses avec le motoneurone alpha pour la réaction motrice, le système sympathique pour la réaction végétative et aussi avec les faisceaux ascendants qui croisent au niveau de la moelle et qui vont rejoindre le thalamus contralatéral. Le thalamus, à son tour, va projeter sur le cortex S1 et S2 et aussi sur le système limbique pour l'émotion. Alors, les projections corticales, alors les étoiles en rouge désignent les sites de projection corticale. Donc, il va y avoir des projections corticales au niveau du cortex prémoteur, au niveau du cortex somesthésique S1 et S2, au niveau du cortex insulaire et au niveau du cortex singulaire. Alors, douleur viscérale. À partir des récepteurs viscéraux, les afférences N1 arrivent au niveau de la corne postérieure et font relais avec un deuxième neurone qui passe dans la colonne dorsale et remonte avec la voie hémiscale. C'est pour ça que dans certaines douleurs viscérales, on fait des ablations, des myélotomies de la ligne médiane, une petite ablation de la moelle pour faire cesser la douleur. Alors, les douleurs projetées, la douleur projetée correspond à une sensation douloureuse en un site autre que la zone où a réellement lieu l'activation des nocicepteurs viscéraux. Par exemple, il est fréquent que les personnes ayant une angine de poitrine ou un infarctus du myocarde rapportent une douleur au niveau de l'épaule, de la mâchoire et du bras gauche. Ce phénomène s'explique en partie par la convergence d'une partie des afférences nociceptives viscérales et nociceptives cutanées sur un seul faisceau ascendant médulaire se rendant au cortex somesthésique. Ainsi, quand des informations douloureuses se produisent au niveau viscéral, le cortex ne fait pas la distinction entre les signaux viscéraux et les signaux cutanés et interprète la douleur comme provenant des régions cutanées. Voilà, donc nous avons des afférences somatiques et viscérales qui vont avoir au niveau de la colonne postérieure une cible commune, donc une même voie d'acheminement des signaux périphériques. Alors, le contrôle segmentaire des messages nociceptifs, la théorie du gate control, c'est la réduction du signal afférent. Donc, les signaux nociceptifs vont être véhiculés par les fibres A, E, delta et C. En même temps, les fibres A alpha et A bêta vont cheminer au niveau de la moelle et vont, grâce à une collatérale, inhiber la transmission des influx nociceptifs pour le faisceau spinothalamique. On dira que c'est une inhibition segmentaire. Alors, le contrôle suprasegmentaire des voies descendantes inhibitrices à partir de la réticulée. Donc, il va y avoir à partir de certaines structures des voies inhibitrices à partir de la substance grise aqueducale, les noyaux du rafet avec la sérotonine, les noyaux noradrénergiques qui vont donc inhiber l'acheminement des signaux nociceptifs au niveau de la corne postérieure de la moelle. Alors, des syndromes. Le syndrome cordonal postérieur, il est homolatéral du même côté. On trouve des paresthésies, des douleurs. Paresthésie, c'est des fourmillements, c'est des picotements. Le signe de l'hermite avec des décharges électriques. Ce qui est important, c'est que le déficit va avoir un déficit sensitif parce que ça touche la colonne dorsale, donc le système hémiscal. Donc, il y aura un déficit sensitif dans tous les territoires sous la lésion. Le déficit, il est dissocié. Ça veut dire que ça ne touche pas
la sensibilité thermoalgique. Ça ne touche que la sensibilité épicritique discriminative. Alors, le syndrome de Brown-Séquard, c'est la lésion de l'hémimoelle. Ça va toucher le faisceau cordonal postérieur, donc certainement la sensibilité épicritique. Le faisceau pyramidal, donc il y aura une paralysie. Et le faisceau spinothalamique, ça va toucher la sensibilité thermoalgique. Sauf que pour le faisceau cordonal postérieur et le faisceau pyramidal, donc les signes, ça sera des signes au niveau, c'est homolatéral, mais pour le faisceau spinothalamique, les signes seront contralatéraux. Pourquoi? Parce que l'origine du faisceau spinothalamique qui arrive au niveau de l'hémimoelle, c'est le faisceau dont l'origine est l'hémimoelle opposée. Alors, donc, dans le syndrome de Brown-Séquard, sous la lésion, on a un syndrome pyramidal homolatéral, donc une paralysie homolatérale. Le syndrome cordonal postérieur homolatéral, donc la perte de la sensibilité épicritique homolatérale. Et il y a aussi un syndrome spinothalamique contralatéral, perte de la sensibilité thermoalgique contralatérale, parce que l'origine de ce faisceau spinothalamique qui va monter vers les centres supérieurs, son origine, c'est de l'autre côté. Donc, c'est de l'autre côté où il y aura la perte de la sensibilité thermoalgique. Alors, le syndrome centromédulaire, le syndrome syringomélique, c'est la cavité en plein milieu de la moelle. Ça peut se voir en cas de traumatisme. La cavité, on appelle ça le syrinx. Ici, normalement, ça devrait toucher les faisceaux spinothalamiques qui croisent au niveau de la moelle. Alors, donc, le syndrome syringomyélique, le déficit, il est dit sensitif, bien entendu. Il est dissocié, donc ça touche la sensibilité thermoalgique et respecte la sensibilité proprioceptive et épicritique, donc, parce que ça ne touche que les faisceaux qui croisent au niveau du centre de la moelle. Alors, c'est un déficit suspendu parce qu'il y aura lésion que des faisceaux qui passent au niveau de cette cavité. Donc, si les autres parties de la moelle sont intactes, en haut et en bas, il ne se passe rien. Alors, le syndrome thalamique, alors on dit le syndrome thermoalgique respectant la sensibilité proprioceptive et épicritique, ça veut dire que le sujet ne ressent pas une douleur. Quand on le touche, il répond, il sent donc le toucher, mais quand on le pique, on le brûle, il ne ressent rien. Alors, le syndrome thalamique, il s'exprime par des douleurs thalamiques, par des renforcements aussi, on appelle ça l'hyperpathie thalamique, c'est-à-dire qu'il y a certains facteurs, le froid ou certains traumatismes vont exagérer les douleurs. Alors ici, le déficit, il est sensitif, il est plutôt discriminatif et moins pour ce qui est la température et la douleur. Donc ça touche la voie lémiscale plus que la voie extralémiscale. Avec ça, nous avons terminé la partie réservée à la somesthésie et à la douleur. Je vous remercie.